Hello! Hello! Coucou! On est de retour! Yes, et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Sharing Community! Yes! Et voilà, on est très contents de pouvoir vous retrouver aujourd'hui sur une nouvelle thématique. Et voilà, on est très contents déjà parce qu'on commence déjà à avoir plein de gens qui commencent à nous suivre. Merci. Sur Insta, sur YouTube, sur Spotify. Comme je disais dans l'épisode précédent, on commence à avoir vos retours aussi. Donc ça fait plaisir parce qu'on est en train de construire vraiment petit à petit notre petite communauté. On est fiers. Et ouais, on est fiers, c'est notre petit bébé à nous. Et voilà quoi. Donc on va commencer aujourd'hui aussi par réintroduire aussi la thématique de notre podcast qui est du coup un podcast destiné à pouvoir donner des outils pour entrer notamment dans la trentaine. Donc voilà, c'est vraiment un système d'accompagnement qu'on fait ici où on va traiter plein de sujets. On a déjà parlé plein de choses comme le monde du travail. On a parlé de l'investissement immobilier maintenant, l'épisode est sorti. La quête de soi. La quête de soi. Donc voilà, on prend plein de thématiques qui tournent autour et qui gravitent autour de ce sujet hyper central qui nous concerne tous et toutes de plus en plus. Et donc, sans plus tarder, on va vous présenter l'épisode d'aujourd'hui. On a laissé un peu de suspense lors du dernier épisode. J'espère que ça a attiré votre attention. Et du coup, épisode 5. Épisode 5. Et donc voilà, on vous le dit avec le sourire. Et donc, on va parler de la question surtout de la santé mentale et surtout de la dépression. Du coup, voilà. Effectivement, un sujet, on rigole, mais un sujet assez sérieux. C'est une thématique qu'on aborde de plus en plus ces derniers temps, qui est un peu moins tabou qu'à l'époque, même chez la génération avant nous, ils arrivent de plus en plus à en parler parce que voilà, eux aussi, ils ont vécu des traumatismes. Je crois que de génération à génération, on vit des choses quand même différentes. Parfois, il y a des choses similaires, mais parfois, comme on vit parfois dans une société différente, dans une période différente, où il y a des choses différentes qui se passent, parfois on vit des choses différentes et des traumatismes différents. Donc on a un peu notre propre expérience parfois. Et c'est bien qu'on en parle, je trouve, mais c'est aussi bien de un peu analyser, certes c'est du cas par cas toujours, mais d'analyser un peu voilà, comment ça se fait, qu'il y a des tendances. Par exemple, chez notre génération Z, on voit quand même une tendance plus élevée d'une santé mentale médiocre, comment ça se fait, les causes, les éventuelles solutions qui pourraient être appliquées. Et voilà, s'entraider et être dans la communication et voir où on peut s'encourager à essayer d'éviter ce genre de soucis qui n'est quand même pas chouette. Mais on va y arriver tous ensemble et on va essayer d'être le plus honnête possible. Tout à fait. Donc voilà, la dépression, j'ai été quand même choquée de voir que dans notre génération Z, parce qu'on se base aussi, c'est bien de se baser sur notre propre expérience, mais on a voulu quand même aussi se baser sur des études, sur des analyses, sur des sources fiables. Et là, je me base sur une étude de McKinsey qui a été faite en 2022, je crois juste après le corona, si je ne me trompe pas. Et là, on a vu que quand même 20% des répondants en Europe, ils ont fait une étude en Europe, je crois, c'était 6000 répondants, on va mettre les liens après ci-dessous, c'était 6000 répondants et 20% en fait ont mentionné d'avoir une santé mentale médiocre ou pauvre. Donc c'est-à-dire qu'entre nous, si vous êtes 100 à nous écouter, il y a peut-être 20 personnes qui mentalement ne se sentent pas bien. Et moi, ça m'attriste de voir qu'il y ait quand même autant de personnes qui vivent la dépression, une santé mentale peut-être qui n'est pas au top. Donc voilà, c'est pour ça qu'on trouve que c'est un sujet important. Et ce qui m'a aussi perturbée, c'est que... Et donc pour moi, l'une des choses les plus importantes avec ce podcast, c'est de montrer de l'empathie. Mais au final, l'empathie, ça commence envers vous-même. Et on a vu que en fait, 47% des personnes qui ont répondu ont dit qu'ils s'en veulent ou qu'ils voient la dépression, une mauvaise santé mentale, comme si c'était quelque chose... comme un échec ou dont ils étaient responsables. Donc comme un échec personnel, ils se remettent la faute, ils se rejettent la faute. Et donc du coup là je vois qu'en fait il y a peu d'empathie envers nous-mêmes, or que la plupart des répondants étaient ouverts à aider d'autres personnes dans leur entourage. Donc je trouve que quand même on a facilement en fait à montrer de l'empathie envers les autres, mais on est toujours plus dur envers nous, je trouve. Donc c'est vraiment la question de la dépression, oui, mais chez toi, pas chez moi en fait. C'est ça, chez les autres, mais pas chez moi. Bon, en tout cas, moi c'est comme ça que je comprends ta statistique, tu vois. Et toi, tu le vis comment ? Est-ce que tu trouves que
est-ce que tu trouves que la plupart des gens, c'est vrai qu'ils sont un peu durs avec eux-mêmes? Est-ce qu'ils ont peut-être moins d'empathie pour leur propre situation? Est-ce que tu trouves ça normal? Est-ce que toi-même, tu l'as déjà vécu? Ou bien comment, toi, tu aborderais cette thématique d'empathie? Moi, je pense que c'est plus la question de la dépression. Je pense que c'est une question qui concerne un peu tout le monde, tu vois. Et je pense que ça convoque une idée d'un aspect que les gens ont, mais tu vois, qu'on associe plus aux femmes, je trouve, tu vois, parce que c'est plus être à l'écoute de ses émotions, tu vois, et dans les regards un peu stéréotypés qu'on projette sur les femmes, tout ce qui peut un peu nous faire du mal, etc. En tout cas, tout ce qui touche aux émotions, c'est associé aux femmes, mais on se rend compte avec les études et en tout cas les investigations qu'on a fait en amont pour ce podcast que ça concerne vraiment tout le monde, toutes les générations, toutes les classes sociales, toutes les ethnies, et que tout le monde vraiment est concerné par ça. Je pense aussi qu'autour, il y a aussi un tabou, parce que c'est super dur d'admettre qu'on est en dépression. Je trouve ça super dur aussi de pouvoir le reconnaître. Et surtout qu'il y a des personnes qui associent juste le fait de « ouais, aujourd'hui, je me sens pas bien ». Puis le lendemain « oh, je me sens pas bien ». Et tu vois que c'est un état permanent, mais tu t'en rends pas compte, tu vois. Et tu réchauffe un peu. Ouais, c'est ça. Et donc, voilà, quand c'est à l'intérieur de soi, je trouve que c'est dur de faire cette introspection personnelle et de se l'avouer que je ne vais pas bien. Mais c'est vrai que quand c'est les autres, c'est plus facile, vu que c'est, je crois, à l'extérieur. Et surtout, je pense aussi qu'il n'y a pas qu'une seule manière d'être en dépression. Et je pense que ce sera peut-être plus en lien avec nos anecdotes personnelles. Moi, c'est une phase que dans ma vie où j'ai déjà traversée, j'ai déjà eu des épisodes dépressifs. Et c'est des choses qui ne se sont pas vues parce que dans mes traits de personnalité, je suis quand même très joviale, très sociable. J'ai aussi un métier qui me contraint à toujours mettre souvent un masque social, un masque professionnel à plusieurs reprises. Donc du coup, j'ai l'habitude en fait de jouer... De jouer le jeu de la société, quoi. Et du coup, voilà, il y a des profils aussi comme moi qui peuvent être en dépression, puis il y a d'autres profils qui sont peut-être des personnes plus intro, ou bien on voit plus facilement, tu vois, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et voilà, ouais, c'est vraiment ça mon point de vue. Je trouve que vraiment, il y a plein d'aspects à prendre en compte. Il y a plein de manières dont ça se matérialise. Non, c'est vrai, il y a plusieurs manières de manifestation. On va aussi aborder la différence entre l'homme et femme, parce que finalement, mais ce sera un peu plus tard. Là, tu es un peu en avance toujours. Trop d'avance, comme. Rolls-Royce pour moto. Mention au Congolais, vous voyez, on a que tout le monde. Rendez-vous à Paris. On compte sur vous. Bon, on va se recadrer. C'est bon, on arrête sérieux. Donc non, on va aussi parler de la différence entre hommes et femmes, parce que voilà, on veut beaucoup parler de l'égalité, mais au final, on est quand même des êtres différents, on fonctionne de manière différente. Comme tu as dit, la manifestation chez une femme peut être différente chez un homme. C'est ce qu'on a vu aussi dans certaines études, et la manière de gérer. On ne peut pas imposer, par exemple, à un homme de gérer de la même manière qu'une femme. Et certes, même entre les hommes, il y a des différences, et entre les femmes, il y a des différences. Mais donc voilà, c'est important de souligner cette particularité. Moi, par rapport à l'empathie, je trouve qu'effectivement, moi-même, je l'ai aussi, j'ai vécu des moments de déprime, et je trouve que souvent, c'est effectivement plus facile de le voir chez les autres et de se préoccuper des autres. C'est-à-dire que quand, par exemple, je vois une amie qui n'est pas bien, je vais directement lui dire qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on peut faire. Je vais directement entamer des actions et être empathique et voir, en fait, que voilà, ça peut arriver, être patiente. Mais quand c'est envers moi-même, je me dis, mais comment ça se fait que je me trouve dans cet état-là? Je veux vite avoir une solution. Mais souvent, ce qui est problématique, en fait, avec la psychologie, c'est parfois très vague. Parfois, ça peut être un déclencheur interne, externe. En fait, il y a plusieurs choses qui peuvent déclencher ça. Et c'est un travail vraiment interne et actif, et surtout ça demande beaucoup de patience pour voir un peu, pour analyser ta situation, pour voir comment tu peux t'en sortir. Aussi, comme tu as dit, chaque personne est différente, donc peut-être que chez toi c'est parler à quelqu'un qui va marcher, peut-être que chez moi c'est plus le sport ou l'inverse. Donc je crois que vraiment, cette étude-là a montré que on montre pas assez d'empathie envers nous-mêmes, mais assez envers les autres. Donc là, le premier conseil qu'on voudrait donner, c'est vraiment de se poser et de se dire, traite-toi comme ta meilleure amie, ton meilleur ami, et dis-toi qu'en vérité, si tu es dans un état critique ou pas bien, essaye de t'apporter de l'aide, de comprendre et de ne pas t'en vouloir, en fait, et d'essayer de t'en sortir d'une manière ou d'une autre. Donc franchement, de l'empathie, de la patience envers vous-même, je crois que c'est super important. Et pour toi, tu crois que dans notre génération, parce que là j'ai beaucoup regardé des analyses, des études sur nos générations, parce que on a vu vraiment une hausse dans le taux de suicide, on a vu une hausse par rapport aux autres générations. Apparemment,
on a le taux de pourcentage est 5 fois plus élevé que par exemple les baby boomers. Or qu'à l'époque, on pourrait se dire, eux, ils n'avaient pas grand-chose, c'était encore à l'époque. Nous, on a tellement accès facile à plein de choses, la technologie, on a une certaine facilité. Donc, on pourrait se dire, c'est un peu plus facile pour nous, donc on vit moins la dépression ou bien une santé mentale qui n'est pas bien. Mais parfois, je me dis aussi que sur cette étude-là, est-ce que c'est pas parce qu'il y a plus de personnes qui sont ouvertes à en parler et que peut-être à l'époque, ils ne voulaient pas trop parler de la dépression ou ils ne savaient pas forcément comment mettre les mots sur ça et du coup, c'est pour ça que peut-être on ne le repérait pas non plus. Je crois que ça aussi, ça peut être pris en compte. Je ne sais pas si toi, Moi, je pense que c'est un peu un mélange de tout ce que tu as dit. Hein. Je pense qu'il y a vraiment aussi quelque chose de très générationnel où notre génération, on dirait qu'on est là pour choquer et tout, tu vois. Et qu'on le voit un peu dans les révolutions qui se passent dans le monde du travail, mais je pense aussi sur les questions de santé mentale. On est quand même, j'ai l'impression, une génération qui ose quand même en parler. Et maintenant aussi, je pense que c'est intéressant aussi de se pencher sur la génération en dessous, celle de nos parents, qui parfois ne se retrouvent pas trop dans nos discours, tu vois, de santé mentale. En tout cas, moi, je resserre un peu l'étau plus en termes de notre communauté, surtout dans la communauté afro, les questions de santé mentale. Enfin, voilà, quoi, c'est pas quelque chose qui est abordé, je trouve, assez facilement pris en compte et vraiment considéré, alors que je pars du principe quand même que la génération de nos parents, ils sont passés par des choses très difficiles, des parcours migratoires drastiques souvent, la violence d'État, parfois la fuite de guerre civile, des trucs comme ça. Donc c'est des contextes qui ont marqué nos parents, mais eux étaient dans des contextes où ils n'avaient pas le luxe en fait de se poser ces questions-là, un peu de comment ils se sentent, etc. Parce qu'il fallait hustle pour des besoins bio-vitaux, là, tu vois. C'était la survie, en fait. C'est ça, c'était la survie. Et nous, on a quand même cette grâce-là de pouvoir se poser cette question, en fait. Et c'est grâce au sacrifice de nos parents qu'on a aussi ce cadre-là où on peut plus y penser. Et voilà. Donc moi, je sens qu'il y a vraiment ça. Et surtout, toi, tu parles vraiment de clivage de génération. Et je suis vraiment totalement d'accord. Et je pense aussi qu'il y a aussi un clivage au niveau du genre. Comme j'avais dit au début, je trouve que, en tout cas, moi, je le vois aussi dans le cadre de ma thèse sur les questions de masculinité avec lesquelles je travaille. Et je sais que les hommes sont moins à même de pouvoir aussi de se poser ces questions-là. Parce que c'est aussi des thématiques qui les gens ne développent pas beaucoup de curiosité sur quels sont les mots qui sont traversés par les hommes et eux-mêmes sont construits à ne pas vraiment donner de la valeur aussi à ces aspects-là. Et donc moi c'est ça qui m'interpelle plus au niveau de cette question-là et je pense que cet épisode c'est aussi pour inviter à mettre en avant que ça nous concerne vraiment tous et je pense aussi que l'un des écarts qui explique la raison pour laquelle d'une génération à l'autre, on se sent moins bien. Je pense que c'est les conjonctures actuelles. Dehors, c'est chaud. Le capitalisme, ça donne chaud. Pour les personnes racisées, le racisme, c'est chaud. Ça pèse aussi mentalement. C'est une charge mentale de zinzin. Si t'es une femme aussi, c'est chaud. Si t'es un homme noir, c'est chaud. Tout, c'est chaud, en fait, tu vois. L'écologie... En fait, quand je me demande la différence entre les générations, parce qu'on a estimé que chez nous, c'est plus élevé, mais parce que c'est vrai que c'est chaud, mais j'ai l'impression que les autres générations, c'était aussi chaud, comme tu l'as dit, pour nos parents, le racisme, l'esclavage, l'industrialisation. Maintenant, on a un peu des technologies qui nous aident à automatiser le travail, la pauvreté, les guerres mondiales, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est pour ça que je me disais, est-ce qu'il n'y a pas un élément... Enfin, peut-être qu'eux-mêmes ont vécu la même dépression, mais juste qu'ils ne l'expérimentaient pas, ou peut-être que, comme tu as dit, c'était peut-être un peu plus gérable pour eux. Ils avaient un sentiment ou bien une capacité de résilience plus élevée que nous. Donc, bon, après, la santé mentale, la dépression, c'est un peu difficile à tout mesurer, mais effectivement, donc... Moi, je pense vraiment que c'est l'aspect de ne pas avoir le luxe de pouvoir y penser, et d'être dans des contextes où on ne peut pas trop l'exprimer aussi. Tu vas pas, si tu ne te représentes pas le truc, tu ne vas pas le développer. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas cacher, et ça va se matérialiser à travers d'autres manières d'être, être plus ferme, plus dur, moins à l'écoute de son corps. Et en fait, le truc, c'est que je trouve que les problèmes de santé mentale, après, c'est ton corps qui te le fait payer. Et dans la génération de nos parents, je vois beaucoup ce genre de problèmes, des problèmes cardiaques, des problèmes de dos, des trucs comme ça. Je pense que c'est l'après-coup aussi de toutes les choses qu'ils n'ont pas réussi à verbaliser. Et par rapport à notre génération, donc là, tu as dit qu'effectivement, la conjoncture, elle est compliquée. Je crois qu'il y a plusieurs causes qui peuvent être expliquées, qui peuvent expliquer cette tendance-là un peu plus élevée chez notre génération-là. Ici, c'est toujours la même étude McKinsey
qui va expliquer un peu les différentes raisons. Donc, je vais un peu développer et toi, tu pourras me donner ton avis par rapport à ça. Donc, on a vu en fait qu'en fait, on vit dans une période, je trouve, avec beaucoup d'incertitudes. En fait, il y a trop de points d'interrogation. Et en fait, l'anxiété, c'est ça. En fait, c'est la peur par rapport à quelque chose que tu ne sais pas contrôler et que tu ne maîtrises pas. Et donc, ils ont énuméré, par exemple, le problème écologique. On ne sait pas comment on va s'en sortir. Est-ce qu'on aura encore assez de ressources naturelles? Là, on investit beaucoup dans tout ce qui est, par exemple, voiture électrique. Mais au final, une voiture électrique, c'est cher. Pour avoir la voiture électrique, il faut douiller. Là, on veut aussi construire beaucoup de bâtiments. Mais du coup, est-ce que ça va avoir un impact néfaste sur le verre qu'il y a? Donc, on ne sait pas si d'ici 10 ans, 15 ans, est-ce qu'on aura encore un climat qui est stable, une écologie positive pour nos enfants. Donc, ça peut faire peur. Il y a aussi un élément qui a été abordé et qu'on a abordé lors de notre premier épisode, c'est le Covid, les séquelles en fait du Covid, de rester enfermé pendant 2 ans, d'avoir vécu avec beaucoup d'informations négatives sur les morts qu'il y avait, sur les malades qu'il y avait. Le fait de sentir une certaine pression. Donc ça aussi, c'est des séquelles qu'on porte quand même, or que même si ça s'est passé il y a c'était quand 2, 3 ans, 4 ans? Je ne sais même plus. C'était il y a 5 ans. Il y a 5 ans déjà. Donc voilà. Il y a aussi l'élément du stress financier qui existe. On vit dans le capitalisme, tout doit aller vite, on doit se faire du cash, on doit se faire l'argent. On l'a mentionné beaucoup. Et plusieurs éléments comme ça qui font en sorte que on n'est pas sûr en fait de ce que l'avenir va nous donner. C'est ce que tu dis, plus je pense les problèmes personnels en fait, genre tu vois, on a tous ces conjonctures comme tu dis extérieures qui nous maintiennent dans une incertitude et puis tu as tes problèmes personnels qui se mettent aussi dedans. Bon, chacun a sa vie, tu vois, mais il y a des personnes encore une fois qui sont dans des précarités matérielles, qui n'ont même pas le luxe de pouvoir se dire qu'est-ce qu'ils vont manger dans 2 semaines, tu vois. Genre je pense que c'est vraiment des conditions qui peuvent optimiser le fait que tu puisses vraiment te sentir mal, quoi. Par rapport à ça, la précarité, c'est vrai que j'ai vu sur les nouvelles RTL que maintenant, en fait, il y a de plus en plus des étudiants qui vont qui vont manger en fait dans les restos du cœur tellement ils n'ont pas les moyens de faire des courses. Et là, tu vois que la pauvreté, c'est réel, c'est pas si loin. C'est pour ça que l'épisode d'avant, l'investissement sur le long terme, c'est important. La pauvreté est vraiment réelle et n'est pas toujours aussi loin qu'on le pense. En fait. Donc voilà, c'est un peu ça. On a aussi ils ont aussi dans l'article parlé de l'hyperconnectivité, donc des réseaux sociaux, le fait de toujours vouloir être connecté, de toujours avoir des infos, et souvent les infos, mais qu'est-ce qu'on entend? Les guerres qu'il y a en Ukraine. Maintenant aussi, il y a quand même beaucoup de guerres en Ukraine, Palestine, Congo, Soudan, on entend beaucoup d'informations de guerre, ça aussi, mine de rien, inconsciemment, ça nous impacte quand même parce qu'on a peur, tu vois, est-ce que nous aussi, il y aura une 3e guerre mondiale? Donc avec les réseaux sociaux, la connectivité, on a des informations, on a l'accès à l'information, mais aussi les mauvaises informations. Même l'IA maintenant, l'IA ça fait grave peur aussi. Est-ce qu'on va être remplacé? L'IA, c'est vrai. Les fausses informations, les fake news et tout ça. Les arnaques. Vraiment les... les plus sexe en mais tu sais les trucs de Brad Pitt et tout, il y a même mais ouais, dehors c'est chaud. Même pour les stars eux-mêmes sont impactés. Dehors c'est chaud et donc vraiment c'est tout des trucs aussi comme tu dis, la comparaison qu'on va plus avoir encore plus sur les réseaux sociaux, même le fait d'être soumis à des guerres, parfois il y a des gens qui ont des familles vraiment là-bas sur des terrains de guerre et tout ça, il y en a qui le vivent en plein cœur de tout ça, c'est pas des trucs qui nous permettent aussi de nous propulser dans un bien-être mental, quoi. Et surtout je pense que ce qui est un peu vicieux avec les réseaux sociaux, c'est que je pense qu'on voit pas activement les effets, mais c'est le fait d'y être soumis, d'avoir un rythme de vie qui tourne toujours autour des réseaux. Moi j'ai un travail aussi qui est sur les réseaux sociaux. Il faut parfois apprendre à faire des coupures et c'est pas toujours facile, quoi. C'est vraiment pas facile parce que vraiment le monde numérique il est vraiment omniprésent dans nos vies aujourd'hui. C'est vrai. Et effectivement, en fait, les réseaux sociaux, en fait, c'est très vicieux parce que je trouve, comme on le dit, les réseaux sociaux, franchement, ça a été tellement bénéfique et je crois que c'est toujours bénéfique parce que voilà, c'est quand même une manière d'être connecté, de rester connecté, d'avoir des nouvelles, des personnes que tu ne vois pas aussi souvent, de créer ton business en ligne, d'attirer en fait un marché plus
large que si tu devrais aller de porte à porte. Là, tu peux atteindre le monde entier. Donc, c'est vraiment un effet positif, mais c'est vicieux aussi parce que, comme tu l'as dit, en fait, parfois on ne le remarque pas, mais c'est des petites choses petit à petit qui s'accumulent et qui peuvent nous impacter. C'est comme, tu vois, cette pression. Tu vois, quand tu es tous les jours sur les réseaux et que tu vois tout le temps des gens poster, tu te dis, mais en fait, moi aussi, je dois poster ma vie. Donc, tu ressens peut-être une certaine pression de toi aussi, en fait, montrer ce que tu fais. Et à partir d'un moment où tu montres ce que tu fais, souvent tu vas rechercher, comme on est des humains, on aime bien la validation sociale. Hein. Donc tu vas rechercher une certaine validation. Est-ce que j'ai eu un like là? Oh, pourquoi il n'a pas liké? Moi j'aime ses vidéos. Ou bien c'était pas assez bien, tu commences à douter. Donc le doute, ça va ramener de l'anxiété, la peur, le stress. Donc en fait, tout ce système-là, je crois que c'est un système qui doit quand même être bien géré parce qu'il n'y a pas forcément de contrôle. C'est pas comme si on te disait, voilà, à partir de 16 ans, c'est là que tu peux créer un compte, etc. Je crois qu'en Australie, ils veulent commencer à le faire. Mais donc, il n'y a pas vraiment de restrictions. Donc, en fait, si toi-même, tu ne te mets pas les contrôles et si toi-même, tu ne te connais pas assez, ben, ça peut vite, en fait, devenir une roue vicieuse, en fait, un cercle vicieux. Oui, je pense aussi qu'il y a des périodes de l'année aussi qui sont plus difficiles que d'autres. Comme je disais, la fin de l'année, les gens font des bilans de vie et tout ça. Ils font un état des lieux de tous les trucs qu'ils ont accomplis, etc. Ça aussi, je pense, c'est pas des période facile à gérer. Je pense aussi par exemple à la période de l'entrée en été par exemple, tu vois plein de gens voyager, toi t'as pas l'argent pour voyager, ça optimise ta dépression, la thématique de ce podcast. Tu vois ce que je veux dire? Les gens se marient, toi tu es toujours célibataire, FC célibataire, tu vois. Ça aussi c'est pas facile, mais les gens commencent à avoir des enfants, des trucs où c'est dur. Ouais, je pensais à ça, genre tu t'imagines, genre parce que voilà, on a tous ou peut-être pas, je l'espère, connu un goumin. Tu viens de connaître un goumin, t'es triste, tu vois un peu sur les réseaux, tu veux te changer les idées, tu vois. Mariage sur mariage. Tu vois des couples par-ci, oh bisous, oh moi. On est heureux pour vous, on n'a pas la jalousie, mais on se dit purée, c'est chaud, tu vois. Donc voilà, on reste des êtres humains, donc l'envie parfois existe, donc parfois tu te dis, elle a ça, moi aussi j'aimerais ça, même si on est heureux pour la personne, mais parfois on est des humains et donc on envie un peu ce que les gens ont et donc parfois quand tu es dans des situations où tu ne peux pas avoir ça peut être très compliqué et tu fais face en fait à tes propres frustrations. Et je pense qu'aussi il faut se faire l'aveu comme tu dis que des fois on est jaloux, la vérité, on est jaloux. C'est pas genre en mode activement on va voler ton gars ou ta go, non c'est pas ça, mais je pense que quand tu es exposé à ça et que tu es dans un moment de vulnérabilité, il y a un moment où ça se ramène à ça. Moi, je suis là pour dire les termes, la vérité. Enfin, on est jaloux. Non, ça, c'est on est jaloux. Non, parce que la jalousie... On n'est pas content. La jalousie, ça veut dire que tu veux pas que la personne, elle ait ça. Non, moi, c'est pas ça. Mais je sais pas, genre, je trouve qu'il y a un truc où, voilà, tu reviens à toi. Tu reviens à toi, tu dis, et moi, quoi. Tu vois, c'est vraiment une envie, genre. Oui, tu dis, j'ai flopé, tu vois. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut aussi se connaître soi suffisamment pour comprendre qu'il y a des fois, tu as des périodes de vulnérabilité et c'est OK. où tu vas regarder, tu vois, il y a de l'aigreur qui va venir. Non, c'est vrai, tu seras fâché. Et puis, il y a des phases où peut-être tu es plus solide et tout, et tu es heureuse pour les gens, et voilà, ça te fait rien de plus que ça, tu vois, de voir tout ça. Et voilà, donc vraiment, gérer les choses en fonction de son cœur, son état émotionnel, c'est important. Ouais, c'est ça. Et comme tu as dit, en vérité, même si tu es jaloux, en vérité, moi, c'est parce que pour moi, il y a une fine ligne entre jalousie et envie. C'est que jalousie, c'est vraiment un peu souhaiter le mal à la personne. Donc voilà, c'est pour ça que je dis pas ça. Mais parfois, en vérité, on est un peu jaloux et il faut pas te sentir toujours coupable. On reste des humains et voilà, on a des émotions qui sont pas toujours faciles à gérer et voilà quoi. Et surtout, je pense que tout le monde est jaloux de tout le monde aussi un peu, tu vois. Moi, je reste avec ma théorie, mais je me dis, genre par exemple, il y a certaines personnes que je vais regarder, je vais dire putain, elle est trop lente dans sa vie, etc. Et puis après, il y a d'autres gens qui vont me regarder moi et me dire waouh, Marie est trop chaude et tout, blabla. Donc tout le monde se complexe sur tout le monde. En fait, c'est vraiment un cercle vicieux, je trouve, tu vois. Est-ce que tu as déjà eu un cas où tu as vu quelqu'un que tu n'aimais pas, qui perce plus que toi et tu te dis purée, elle mérite pas, ça devrait être à moi? En fait, c'est pas que j'aime. Déjà, c'est pas aimer, c'est mettre beaucoup d'émotions. Mais de deux, c'est plus au niveau du potentiel. Je me dis elle est même pas la moitié de ce que je suis. Je vois, ça marche. J'avoue, des fois, ça fout la haine, tu vois, ça fout grave la haine, tu vois. Après, tu dis chacun sa grâce et tu continues à avancer, tu vois. Heureusement, c'est pas ça ton moteur, tu vois. C'est un bon moteur à court terme, mais je trouve qu'à long terme, c'est pas ça, tu vois. Et toi? Je m'y attendais pas. Il y a les caméras. Non, franchement, j'ai déjà eu ça. J'ai déjà eu où je me dis, mais attends, moi, je fais autant de travail, j'ai tel background et la personne, là, en vérité, c'est pas trop ça. Parfois, c'est les connexions. Parfois, je me dis, en vérité, la vie n'est pas toujours de l'autre côté, donc ça craint. Donc, j'ai déjà eu des moments comme ça et franchement, je m'en veux pas, ça fait partie de la vie. Moi, je dis même prière, tu vois. Quand je vois que ça marche pour l'autre, je dis même prière. J'espère que Dieu me pense.
Comme ça pour moi, pour la prochaine fois, tu vois ce que je veux dire? Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, voilà, c'est un peu ça. Enfin, on a un peu généralisé, mais les causes qu'on a un peu vues dans les articles, des causes qu'on a vues par nos propres expériences, c'était un peu ça. Mais c'est bien de parler un peu des causes, mais quelles sont des possibles solutions, en fait, tu vois, pour essayer de s'en sortir, d'éviter ce genre de problème. Ici, j'ai une personne de référence sur YouTube aussi, Josh Axe, c'est un médecin reconnu en Amérique, beaucoup dans la nutrition, mais aussi dans le bien-être, qui mentionne tout simplement, surtout pour la Gen Z, des solutions, mais aussi pour d'autres générations, en vérité, ça peut s'appliquer à beaucoup de personnes, des éventuelles solutions pour combattre ou bien pour éviter la dépression. Et je trouve que c'était quand même intéressant, mais comme on le dit, ça dépend bien évidemment de ta personnalité, de tes moyens, de ton passé, de ton entourage, donc ça dépend un peu de toi, mais je trouve que c'était un peu pas mal et je trouve qu'on peut aussi en parler. Ouais, moi je pense que j'ai quand même un petit avis polémique sur le sujet, mais je crois que tout le monde dans sa vie, je pense, doit passer par une étape dépressive. Pas rentrer en dépression, mais une étape difficile ou dépressive où voilà, tu connais un peu un moment de down, tu vois, parce que ça fait partie de l'histoire d'une vie, je trouve. Et que la dépression, en tout cas les phases dépressives, c'est aussi des moyens de pouvoir vraiment se rendre compte des ressources personnelles qu'on a en soi. Parce qu'il y a, je pense, beaucoup de personnes qui sous-estiment un peu leur résilience, leur capacité à sortir d'une certaine condition. Et je trouve que, après, je glamourise pas la souffrance, hein. Mais je pense que dans cet angle-là, il y a aussi un aspect à prendre de la leçon qu'on peut en tirer. Et je trouve que la période dépressive, surtout quand on commence à en sortir, qu'on arrive à trouver des outils pour s'en sortir, c'est comme un bon moyen de se connaître, tu vois. Je trouve que c'est un moment où tu te rapproches un peu plus de toi-même. Je sais pas toi ce que t'en penses. Dans le luxe, on n'aimerait pas traverser ça. Mais je pense que dans l'expérience d'une vie, c'est important aussi d'avoir des petites phases de down, tu vois, pour te comprendre et connaître aussi cet aspect sombre de toi, tu vois. Je crois que sur le moment même, une personne qui est dans un mal-être, elle va pas forcément se dire ce que tu as dit, tu vois. Dans ça, le moment même, les discours des gens qui s'en sortent. Et parfois, malheureusement, pas tout le monde s'en sort toujours et c'est malheureux un peu à le dire. Mais vraiment, quand tu es dans le noir et tout, tu penses vraiment à la survie, tu te dis mais pourquoi ça m'arrive, je veux pas traverser ce genre de période. Mais c'est vrai qu'avec du recul, avec le temps, je me dis que franchement, si j'avais pas vécu certaines épreuves de ma vie, je serais pas la Clémentine que je suis maintenant ou toi la Marie Fidèle que tu es maintenant et j'aurais pas appris certaines choses, tu vois. Passer par une dépression, ça travaille ta résilience aussi, tu as une autre perspective des choses et aussi quand tu passes par quelque chose, tu sais un peu voir ok, qu'est-ce qui a généré ça et comment je peux éviter une éventuelle future dépression et comment je pourrais gérer parce que ça peut revenir et alors là tu as une armure en fait avec toi pour essayer d'abattre les démons, les maudits là qui sont autour de toi. Donc et la vie comme on dit, c'est comme comme on le dit souvent, la vie si elle est si ta vie ne connaît aucun échec, aucune phase compliquée, à quoi ça sert en fait la vie, tu vois, si tu connais pas un peu des trajectoires un peu plus compliquées, c'est ça au final la vie, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Et je crois que le succès il se célèbre plus quand tu as fait un labeur difficile et que tu as transpiré parfois. Après, un truc que j'aime bien dans ce que tu as dit, c'est le fait que ça peut revenir. Je pense que c'est un aspect on ne met pas assez en avant. C'est qu'on parle de la dépression, un moment de down, puis le moment de la résilience, tu t'en sors et on n'en parle plus. Alors que c'est un truc qui peut faire aussi un effet ping-pong. Ça peut aussi revenir. Et je pense que, en tout cas, c'est par rapport à moi, dans ce que j'ai traversé. Je trouve que aussi ce qui fait peur avec la dépression, c'est que ça peut être très contagieux, tu vois. On parlait des politiques de solution. Souvent, c'est les amis qui interviennent, la famille qui interviennent. Pas assez solide psychologiquement. Je trouve que parfois, c'est un peu dur de suivre la personne, tu vois, parce que du coup, il y a quelque chose, je trouve, dans la dépression d'extrêmement contagieux, tu vois. Ça fait du bien, parfois, de se complaire juste dans sa souffrance et de rien faire. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est dur aussi de tirer, tu vois, c'est très difficile, je trouve. C'est très difficile à vivre. Non, je crois que l'une des solutions possibles, c'est effectivement essayer d'en parler, de t'alléger, parce que souvent le problème, c'est que parfois on veut tout garder pour nous, et comme on n'est pas vraiment dans un état où on est rationnel, où on est un peu objectif, parce qu'on est en fait
rongé par les émotions négatives et les pensées parfois un peu noires. Donc parfois c'est bien d'avoir un avis extérieur et parfois les gens se sentent plus à l'aise d'en parler avec par exemple la maman, le papa, le meilleur ami, le cousin. Et donc je crois que si tu as une personne de confiance avec qui tu peux parler, c'est toujours intéressant de se dire que tu peux aller te confier et alléger ton cœur. Parfois une journée de déprime peut s'améliorer parce que tu as pu parler et ouvrir ton cœur à quelqu'un de confiance qui n'est pas là pour te juger, qui est juste là pour t'écouter et comprendre ce que tu vis, tu vois. Je ne dis pas que c'est la solution magique, mais je crois que ça peut être l'une des solutions de se sentir moins seul dans cette épreuve-là. Après, comme tu as dit, on ne se sent pas toujours à l'aise d'aller chez des amis. Il y a aussi des thérapeutes, des psychologues, des psychiatres qui sont là pour ça. Après, c'est pas aussi quelque chose qui est fait pour tout le monde parce que pas tout le monde est toujours à l'aise d'aller chez quelqu'un qui ne connaissent pas. Mais où ça peut être intéressant, je trouve, c'est que tu as vraiment pas forcément un avis de quelqu'un qui te connaît, mais qui va vraiment avoir un regard un peu plus externe, distant, un peu plus objectif et qui va pas se baser sur vraiment que ta personnalité, parce que parfois tu vas raconter un truc à un ami et il va peut-être justement vouloir trop t'imposer des conseils, son point de vue, alors que un professionnel, il a vu peut-être plusieurs cas similaires et il peut se dire ah mais voilà, ça peut être lié à ça, ça peut être solutionné comme ça. Donc là, ça peut être intéressant quand même. Mais en vérité, parfois, on oublie aussi que ça coûte cher. Hein, aussi, il faut quand même avoir les moyens. C'est ça. Comme on dit parfois, la dépression, c'est un problème de riches. Et parfois, c'est vraiment vrai parce que tu peux pas aller une fois pour, on va dire, solutionner. Souvent, c'est quand même plusieurs sessions, ça coûte de l'argent et dans certains cas, c'est même pas remboursé par la mutualité. Comment tu fais alors si déjà tu es un étudiant, tu dois aller au Resto du Cœur? Et c'est même pas que ça, je trouve aussi qu'il n'y a pas de formation souvent de certains professionnels à certaines problématiques. Moi, je pense plus à nos communautés. Je trouve que c'est vraiment important aussi d'avoir des professionnels qui sont formés aux questions interculturelles. Je sais qu'il y a des proches à moi, par exemple, qui parfois sollicitent des psychothérapeutes, des psychologues, et qui veulent que ce soit des personnes noires, qui veulent que ce soit des femmes, par exemple, pour qu'il y ait vraiment une compréhension fine de ce qui est vécu en face, et qu'il y ait aussi un aménagement de politiques de solutions qui sont en lien avec le contexte dans lequel la personne elle vit. Et par exemple, c'est parfois un peu dur, par exemple, de parler d'expériences de racisme qui peut-être te peinent ou te mettent en difficulté à une personne blanche qui ne l'a jamais expérimenté ou qui n'est même pas initiée sur le sujet. Et donc voilà, c'est des angles morts qui font que, tu vois, ta problématique, elle n'est pas traitée. Et je pense aussi que l'une des choses qui met plus à mal notre génération, c'est l'isolement. Tu vois, on a parlé du fait que notre génération, elle est vraiment mise à mal sur le plan de la santé mentale. Je pense que le fait d'être entouré, c'est capital en fait dans le fait de pouvoir se sentir mieux, tu vois. Et je le vois notamment dans mes voyages que je peux faire à l'étranger, que ce soit souvent en Afrique ou en Amérique latine. C'est des espaces où tu es rarement seul en fait, tu vois. Et du coup, tes problèmes, c'est aussi les problèmes des autres. Et tu vois, les gens prennent ton dos, tu vois ce que je veux dire. Et pour nous qui sommes en Occident, je pense que nos viewers, la plupart des gens qui nous regardent, on est en Occident. Donc vraiment, c'est aussi un appel aussi pour vous dire, vous encourager à être entouré le plus possible en fait, tu vois. Pour pouvoir justement surmonter au mieux cet épisode de dépression que vous pouvez éventuellement traverser. Et surtout, c'est hyper ok en fait de l'admettre aussi que ça va pas. Et surtout, j'aimerais mettre en avant qu'il n'y a pas une manière monolithique d'être déprimé. Pas en lien avec forcément moi, comment je vous ai parlé de cet épisode, mais dans le sens qu'on n'est pas obligé d'être dans son lit, de pleurer tout le temps, etc. On peut aussi être en dépression, aller au travail. Tu vois, c'est des choses qui peuvent aussi coexister. Et c'est une invitation aussi à vous dire que ce n'est pas le statu quo. C'est quand vous êtes en dépression, ce n'est pas forcément pour la vie. C'est quelque chose qui peut aussi évoluer. Vous pouvez aussi vous en sortir, quoi. Et c'est pour ça que je voulais aussi avoir ton point de vue. Toi, qu'est-ce que tu en penses du fait de... surtout en lien avec ces contextes actuels, de s'accompagner en fait de pensées positives, parce que moi j'ai un rapport un peu amour-haine avec tu vois, toute la philosophie de la motivation, la philosophie du bien-être, etc. Et je trouve que une des portes de sortie que les gens utilisent, c'est aussi beaucoup ça, tu vois, les affirmations positives, etc. C'est un peu un truc remède magique. Et c'est pour ça que je voulais avoir un peu ton point de vue, parce que moi aussi il est un peu polémique. D'un côté, je suis contre le fait de se complaire dans sa souffrance, tu vois, et du coup j'encourage la personne à justement se conditionner au positif pour pouvoir s'en sortir. Et de l'autre côté, je trouve que c'est grave ok de, tu vois, vivre ce que tu as à vivre. Tu vois ce que je veux dire? Parce que la vie, elle est hard. La vie, elle est dure. Tu vois ce que je veux dire? Et des gens comme nous, souvent, dans la communauté afro,
on n'a pas l'habitude de toujours être à l'écoute de nos émotions aussi. Écouter un peu les émotions, c'est mieux. Tu vois, tout ce que je disais avec les parents, le fait qu'ils verbalisent pas, c'est le corps qui paye. Tu vois, je voulais avoir un peu ton point de vue par rapport à ça. Non, moi je crois que, comme j'aime bien le dire, il faut un peu trouver un juste milieu dans tout, un équilibre dans tout. Je crois que c'est important. La première phase, c'est de reconnaître déjà que ça ne va pas bien. Et de deux, de prendre le temps d'accepter ce que tu vis et de pas vouloir être trop dans le rush et d'être axé solution-problème, de ne pas toujours vouloir aller vite. Parce que souvent, avec on va dire le challenge, avec les affirmations positives, c'est que tu vas te dire ça va bien, ça va bien, ça va bien. Mais au final, au fond de toi, à chaque fois que tu te dis ça, au fond de toi, au lieu de gérer vraiment le problème là, en fait, ça s'enfonce, tu vois. Et un jour ou l'autre, ça peut péter d'une manière ou d'une autre. Et donc, du coup, je crois qu'il faut vraiment prendre le temps de vivre ses émotions, d'accepter que tu vis une certaine problématique. Et après, là, je crois, quand tu as laissé un peu le temps là de digestion, je crois qu'effectivement, à un moment ou l'autre, parce qu'on veut s'en sortir quand même, il faudra te dire qu'en vérité, la vie, elle peut être dure, mais la vie, elle peut être belle aussi, tu vois. Comme on dit, le bonheur se trouve dans des petites choses. Donc même si tu trouves le bonheur dans du thé chaud, avec le chauffage, avec de l'eau chaude, c'est bien aussi, tu vois. Donc, et je crois que le problème, comme tu as dit, souvent on va beaucoup intérioriser des choses. Parce que comme tu as dit, on vit dans une société un peu individualiste, tu vois, tout ce qui est développement personnel, affirmation, ça a été, par certains sociologues, ça a été prouvé que c'est bien, mais c'est axé par la société, c'est accentué par la société capitalisme, où en fait, on va dire que ton développement personnel est lié en fait à toi-même. Donc toi-même, tu es en fait le facteur primordial pour gérer ton propre bonheur. Mais on est des humains, on est des êtres sociaux, on a besoin en fait d'avoir des autres, d'avoir une communauté, de se sentir connecté, de se sentir parfois validé. C'est comme il a dit, on n'est pas comme des animaux. Des animaux parfois, je crois que c'était un cheval, un petit cheval, je sais pas comment on appelle ça, un petit cheval, mais lui en quelques jours il sait déjà marcher, mais nous pour marcher on a besoin des gens en fait pour nous accompagner. Donc on a besoin vraiment des êtres humains pour nous entraider. Et donc le développement personnel c'est très tendance, mais comme on le dit, c'est comme les réseaux sociaux, c'est quand même un truc un peu parfois qui peut être vicieux. Et par rapport aux solutions, il y a un autre truc qui est tendance, c'est tout ce qui est sport et nutrition. Là j'ai l'impression que tout le monde est healthy sur les réseaux sociaux, on voit des gens faire du sport, le high rocks, faire des marathons, manger bien, beaucoup de protéines et tout. Et ça aussi en fait, mine de rien, je trouve que c'est une bonne prévention parce que tous, c'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais ce qu'on est en fait, c'est ce qu'on mange souvent. Tu vois, tout ce que tu prends et tout, ça a un impact sur ton mental, sur ton physique, sur ton système, sur ton énergie. Donc je crois que c'est vraiment important. Plus on grandit, parce que quand on est enfant, on fait pas toujours attention à ça, mais plus on grandit, plus on doit vraiment manger d'une manière intentionnelle, tu vois. Donc vraiment, effectivement, vraiment faire des check-up. Est-ce que j'ai bu assez d'eau? Est-ce que je mange assez de fruits? Faire des examens sanguins, tu vois, comme toi tu me dis que parfois tu laisses un peu traîner. Mais cette année j'ai fait. C'est bien, tu vois, pour un peu savoir où tu en es, pour voir en fait ce qui te manque. Par exemple, parfois, moi j'ai eu un manque de zinc, je savais même pas c'était quoi. Là maintenant je commence à prendre mes petites pilules ou à manger des choses avec du zinc. Donc c'est important un peu de savoir aussi son état physique, aller chez le docteur, faire des examens et agir en fonction avec le sport et la nutrition, non? Ouais, vraiment d'être... je pense que c'est vraiment négocier son rapport, comme tu disais, même si là il y a une hype, je trouve qu'il faut vraiment négocier son rapport à l'alimentation, comme tu disais, au sport. Pas uniquement comme une idée de ouais, il faut que je me bouge, mais comme aussi un message d'amour avec son corps, quoi, tu vois, de le remercier aussi, de le faire, de le remercier en fait, de le faire fonctionner, tu vois, et ouais, de le voir comme un don qu'on fait positif à soi-même, quoi, tu vois. Et je pense que ça, c'est un rapport hyper déterminant et qui va influencer aussi comment on va manger, comment on va faire du sport, comment on va bouger, tu vois. Et d'être un peu, c'est un peu philosophique, mais d'être un peu dans la célébration de soi, en fait, dans toutes les micro-actions qu'on fait, qu'on met dans nos vies, quoi. Je trouve quand même, comme je disais en intro, qu'il y a quand même des différences entre les hommes et les femmes dans ces questions de dépression, de santé mentale. Je sais qu'à chaque fois qu'on parle de ces sujets, le public, il est vraiment féminin. Mais moi, en travaillant sur cette thèse-là de masculinité, je vois vraiment que les hommes c'est chaud aussi pour eux. C'est vraiment très chaud et parfois même plus chaud parce qu'eux ont moins d'espace d'expression par rapport à dire, par rapport au fait de pouvoir expliquer, reconnaître qui peuvent passer par des problématiques dépressives ou de santé mentale. Et en fait, plus je discute avec des hommes, plus je trouve qu'il y a vraiment
un certain schéma de pensée qui se dessine. C'est-à-dire que, ok, ils ont des problèmes, mais eux, c'est problème-solution, en fait. Tu vois, il n'y a pas de le temps de... En fait, la dépression, j'ai l'impression qu'ils le voient comme une méditation de leurs problèmes, tu vois, et que le lendemain, ça n'apporte rien de spécial. Mais le problème, c'est qu'en restant et en se maintenant dans cette posture, ton corps te le fait payer. La manière dont tu vas être avec les autres, ça va aussi te le faire payer. C'est-à-dire que tu vas être peut-être plus aigri, plus agressif, tu vas aborder la vie de manière moins chill, moins cool, tu vois. Et ce qui est cool, c'est que quand je parle avec certains hommes, quand même, j'ai la possibilité d'avoir accès à des anecdotes, genre des proches à moi qui me disent « Oh, tel ami, il m'avait jamais appelé, il m'a appelé là, il y a 2 semaines, frère, il allait pas bien. » Tu vois ce que je veux dire? Donc, on voit qu'on est dans un contexte de vie où c'est chaud, tu vois. Je le vois même dans certains proches que je vois qui tournent mal, qui tombent dans l'alcoolisme, ou des gens que je vois à distance qui traversent des moments vraiment drastiques et ne le disent pas, tu vois. Donc, je trouve que ce qui est bien avec les femmes, c'est que généralement, comme on est plus socialisé à ces questions-là, on a cette capacité à plus créer des sororités entre nous, pouvoir déposer ce qu'on ressent. Et j'ai l'impression que quand on se sent pas bien, c'est plus détectable. Non seulement c'est plus verbalisé, mais c'est plus détectable. Tandis que pour les hommes, j'ai l'impression que là, c'est plus chaud. Tu vois, il n'y a pas d'espace vraiment où on peut parler, où on peut, tu vois, avoir ce truc de secours. Et je pense que peut-être entre eux, ils ont leur propre système, tu vois, de secours. J'entends souvent parler de la place du sport, comme on avait dit, le fait d'aller au foot. Pour certains hommes, c'est une thérapie de ouf. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà, mais pour des épisodes qui sont la dépression, qui sont des choses plus graves, au-delà d'un moment de down, je trouve que vraiment, il y a des choses à faire de ce côté-là. Non, je suis totalement d'accord. En fait, j'ai trouvé trois conclusions basées sur une étude assez intéressante. D'ailleurs, le document Art qui parle en fait du mal-être chez les hommes et la différence, c'est super intéressant, on va le mettre aussi. Donc la première constatation, c'était dans les centres de soins, dans les centres médicaux, dans les centres qui sont liés à la santé mentale, qu'on allait plus voir les femmes. Mais pourtant, en fait, le taux de suicide, il est 3 fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Or qu'on pourrait se dire, mais normalement on aurait pu le repérer dans les centres comme ça parce que peut-être qu'il y avait un signe de dépression. Mais souvent on le voit autrement, on le voit en fait qu'ils ont peut-être que les hommes qui se sont suicidés ont souvent peut-être un passé un peu plus agressif comme tu as dit, parfois un casier, plus de criminalité. Donc parfois ça peut se manifester, pas forcément parce qu'ils vont se dire allez je vais parler à tel psychiatre ou aller dans ce centre-là, mais en fait ils vont parfois aller dans la drogue ou parfois être plus agressif et donc un peu gérer ça d'une manière différente que de le verbaliser ou de vraiment être dans les soins basiques, parler ouvertement, etc. Donc ça c'est un premier constat que je l'ai vu, qu'en fait c'est pas forcément qu'on le vit plus, mais que c'est peut-être un peu mieux caché chez les hommes. Deuxièmement, c'est qu'en fait il y a cet effet-là comme on a chez les Noirs, c'est qu'en fait dans les domaines hospitaliers ou de soins de santé, quand il s'agit de dépression, et qu'une femme et un homme ont les mêmes symptômes, on va dire qu'un homme n'est pas en dépression alors qu'une femme est en dépression. Donc on va moins reconnaître les signes de dépression chez un homme parce que c'est plus vu comme un truc de femme. Donc on va moins le reconnaître. Et là, je crois que c'est un souci qu'il y a dans le système, en fait, qu'on ne va pas forcément adapter tout ce qui est les systèmes et les thématiques de la dépression, de la santé mentale pour les hommes parce que c'est pas reconnu comme un sujet qui est vraiment qui impacte les hommes. Donc ça c'est pour moi un deuxième problème. Et troisièmement, c'était quoi? C'était que comme tu l'as dit en fait, les hommes souvent c'est pas forcément une histoire de parler qui les aide, mais c'est le sport. Donc il y a plusieurs thérapies qui existent. Il y a un exemple que j'avais vu qui était intéressant, c'est la boxe thérapie. Après le travail, par exemple, quand tu te sens un peu tendu avant de rentrer à la maison, tu vas faire la boxe et la personne elle se sentait vraiment mieux. Et c'était ça qui l'aidait en fait à gérer des moments de dépression. Et parfois ça se trouve dans des petits trucs comme ça, mais on voit quand même qu'il y a une différence. Allez, une femme aussi peut apprécier le sport, mais peut-être que ça peut plus marcher chez un homme que chez une femme et qu'il y a certains cas où on voit vraiment des différences et aussi où je trouve qu'il y a une lacune. C'est en fait, comme tu as dit, parfois, nous les femmes, on va vouloir souvent parler au nom de l'homme, tu vois, or qu'on n'est pas des hommes, tu vois, donc on ne comprend pas toujours leur situation. Et je crois que c'est bien qu'un homme peut s'ouvrir à une femme, mais je crois que c'est important qu'entre mecs, entre amis, au lieu de toujours parler de foot, d'investissement, d'argent, etc., de se poser, je sais pas, trouver une tactique, même une fois par mois, et tu te dis, les gars, franchement, une fois par mois, on va se poser, on va vraiment parler des choses profondes, même si on aime bien esquiver.
on va vraiment se dire, écoutez, on va un peu parler comment on se sent au travail, comment on se sent avec madame, et vraiment genre trouver cette communauté entre mecs. Même nous, moi j'ai même pas besoin d'être dedans, mais juste savoir que entre mecs, vous savez en fait avoir cette empathie, cette intelligence émotionnelle, et aussi je crois que ça serait mieux parce qu'en fait entre hommes, vous comprenez, il y a des choses que une femme ne pourrait pas comprendre. Il y a certaines thématiques que j'aimerais partager avec une femme parce qu'un homme ne va pas forcément comprendre. Donc je crois que ça aussi c'est important de créer ce genre de vraiment système. comme tu dis, il n'y a pas de manière monolithique de pouvoir s'en sortir. Tu as parlé du sac de frappe, de l'entre-soi masculin. Je pense que c'est plus un message à inviter les hommes à peut-être nourrir des relations plus profondes entre eux. Et moi, je le dis plus en étant quelqu'un qui a été beaucoup à l'écho en fait, de problématiques d'hommes à ce sujet-là, que parfois tu veux déposer des choses, mais t'as pas trop le poteau, tu vois, avec qui tu peux poser le truc. Il y en a toujours un, heureusement, il y en a toujours un, mais c'est vraiment une invitation aussi à pouvoir démocratiser aussi ce genre de sujet pour eux et surtout mettre en avant à quel point je pense que c'est les injonctions à la virilité qui les tuent, quoi. Et c'est pas une invitation à se déroger des injonctions de la virilité, mais en tout cas de pouvoir s'émanciper de tous les aspects toxiques qui peuvent aussi peser sur eux et qui n'est pas lié notamment que à le fait de pouvoir performer eux une virilité, mais comme tu as dit, dans le milieu hospitalier, même là, on n'est pas sensible à leur douleur, on n'est pas sensible à leurs mots MAUX. Et voilà, c'est aussi important pour nous, je pense, de mettre cet aspect en avant parce qu'on parle de santé mentale, on parle de dépression et c'est important pour nous aussi de mettre en avant qu'il y a vraiment des catégories de personnes qui sont hyper vulnérables par rapport à ça et voilà. Non, franchement, je crois que c'est une thématique très intéressante qui contient beaucoup de sujets, beaucoup de liens avec plusieurs aspects. Donc, on espère que ça a pu vous aider d'une manière ou d'une autre ou que ça a pu vous réconforter d'entendre que voilà, la dépression, ça peut nous arriver à tous, même si parfois on croit qu'on est épargné. À tout moment, ça peut attraper notre veste. Mais sachez que, comme j'aime le dire, au bout du tunnel, il y a toujours une petite lumière, enfin même une grande lumière qui vous attend, même si au début, comme tu es assez loin, tu ne le vois pas. Mais il faut essayer vraiment de se donner le courage, d'en parler si possible, de ne pas rester isolé, de trouver des solutions adaptées à toi-même aussi. Donc voilà, en tout cas, on est ensemble, on est dans le partage. Yes. Et on espère que votre santé mentale va bien. Et voilà. Ouais. Merci à vous pour l'écoute. Comme on disait, vu qu'on arrive à... désolée, t'avais fini? Ouais, j'avais fini. Mais c'est pas grave. Bon. Bye. Bye, bonne année, joyeux Noël, courage pour ceux qui sont seuls, on est ensemble, vous allez y arriver. Blabla. Bisous.